Je m'appelle Easter et, à 34 ans, je pensais avoir construit la vie parfaite avec mon mari, Marc. Pendant 7 ans, je me suis consacré à être la meilleure épouse et belle-mère pour son fils, Jake. J'ai décoré notre maison, assisté à chaque match de football et essayé de créer la famille que nous méritions tous. Puis, une nuit, tout a volé en éclats lorsque Marc a choisi de croire les mensonges cruels de son fils plutôt que la vérité qu'il connaissait dans son cœur. 3 semaines plus tard, lorsqu'il a appelé pour me demander si j'avais réfléchi à mes actions, il s'attendait à des excuses. Au lieu de cela, je lui ai présenté les papiers du divorce. Avant de vous raconter comment je suis passé d'épouse aimante à la signification des papiers du divorce en seulement 3 semaines, dites-moi d'où vous me regardez et cliquez sur le bouton d'abonnement si quelqu'un a déjà cru des mensonges à votre sujet. Marc et moi nous sommes rencontrés lors d'une conférence de marketing de l'industrie à Chicago il y a 6 ans. Je présentais une table ronde sur la stratégie numérique, et il était dans le public, posant les questions les plus pertinentes. Il y avait quelque chose de magnétique dans sa confiance et dans la façon dont ses yeux se plissaient quand il souriait. Après ma présentation, il m'a abordé avec une carte de visite et un compliment sur mon approche marketing qui s'est transformée en un café, puis un dîner, et finalement en une romance éclair qui m'a complètement séduite. Marc était divorcé et avait un fils préadolescent, Jake, qui avait 11 ans lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Je savais que sortir avec un père célibataire signifiait accepter son enfant comme faisant partie du lot, et j'étais sincèrement enthousiaste à l'idée d'être une influence positive dans la vie de Jake. Au début de notre relation, Marc a été prudent avant de me présenter à Jake, voulant s'assurer que son fils était à l'aise avec l'idée que son père ait une nouvelle relation. Notre première rencontre a eu lieu dans une pizzeria décontractée que Jake adorait. Je me souviens avoir été si nerveuse que j'ai changé de tenue 3 fois avant d'opter pour un jean et un simple pull bleu que Marc avait dit un jour qu'il faisait ressortir mes yeux. Jake était silencieux lors de cette première rencontre, répondant principalement à mes questions par des monosyllabes tout en jetant des regards à son père pour se rassurer. Après 6 mois de relation, Marc m'a demandé en mariage lors d'une escapade de fin de semaine au lac Michigan. Nous nous sommes mariés lors d'une belle cérémonie avec 100 invités, y compris Jake, qui était le témoin du marié. Dans son discours, il a même fait un commentaire poli sur le fait de m'accueillir dans la famille, ce qui m'a fait pleurer d'espoir pour notre avenir ensemble. Emménager dans la maison de Marc a été un ajustement pour nous tous. La maison était belle mais avait besoin d'une touche féminine. Marc l'avait assez bien entretenue après son divorce, mais elle manquait de chaleur et de personnalité. Avec sa permission enthousiaste, j'ai redécoré la plupart des pièces, créant des espaces qui nous donnaient à tous les 3 le sentiment d'être chez nous. J'ai cependant été prudente avec la chambre de Jake, ne proposant de l'aider que s'il voulait des changements, respectant le fait que c'était son espace personnel. Ces premiers jours étaient remplis d'optimisme et d'efforts sincères. Je savais que la formation d'une famille recomposée comporterait des défis, mais j'étais déterminé à ce que cela fonctionne. Jake entrait dans l'adolescence, et je comprenais qu'il y aurait une résistance naturelle à une nouvelle figure d'autorité dans sa vie. J'ai fait des efforts constants pour créer des liens avec Jake sans essayer de remplacer sa mère, qui vivait dans un autre état et ne le voyait que pendant les vacances d'été et certaines fêtes. J'assistais à ses matchs de football, l'encourageant bruyamment depuis les tribunes et apprenant les règles d'un sport que je n'avais jamais suivi auparavant. Je lui préparais ses plats préférés, en prenant note de ses préférences et de ses goûts alimentaires. Quand il avait des difficultés en algèbre, je passais des soirées à la table de la cuisine à l'aider à résoudre les problèmes, en m'appuyant sur mes propres forces académiques. Il y a eu des moments où je pensais que nous étions en train de percer, des soirées cinéma familiales occasionnelles où Jake regardait le film en entier sans être collé à son téléphone, un samedi après-midi surprenant où il m'a demandé de l'aide pour un projet scolaire sur le marketing. Reconnaissant mon expertise professionnelle, le matin de Noël où il a semblé sincèrement ravi de l'ordinateur portable de jeu que j'avais longuement recherché pour m'assurer que c'était exactement ce qu'il voulait. Marc a remarqué et apprécié mes efforts. Il me prenait souvent dans ses bras après que Jake soit allé se coucher, me remerciant d'être si patiente et aimante avec son fils. Ces moments de reconnaissance signifiaient tout pour moi, une validation que mes efforts étaient vus et appréciés. Mon amie, Sophia, du travail, est devenue mon oreille attentive pendant cette période d'ajustement. En tant que belle-mère elle-même, elle comprenait l'équilibre délicat qu'il faut pour construire une relation avec un enfant qui pourrait vous voir comme une intruse. Pendant les pauses déjeuner, elle m'offrait des conseils et parfois des avertissements sur la manipulation des adolescents que je rejetais souvent, croyant que Jake et moi construisions lentement quelque chose d'authentique. Notre maison est devenue un endroit dont j'étais fier.
J'ai transformé le salon avec des canapés sectionnels confortables et un éclairage chaleureux qui invitait à la conversation et à la convivialité. La cuisine est devenue mon domaine, rempli de gadgets de cuisine et de l'arôme constant de repas faits maison. Le jardin, autrefois une simple pelouse, comportait désormais un beau patio où nous organisions des barbecues d'été pour les amis et la famille. Les parents de Marc, Barbara et Richard, m'ont initialement accueilli à bras ouverts. Barbara commentait souvent à quel point il était agréable de voir son fils de nouveau heureux, et Richard appréciait la façon dont j'avais créé un environnement familial stable pour son petit-fils. Les réunions de famille étaient agréables, bien que parfois un peu formelles, et je sentais que je gagnais lentement ma place dans la structure familiale élargie. Avec le temps, j'ai commencé à rêver d'agrandir notre famille. Marc et moi avions discuté d'avoir nos propres enfants, convenant d'attendre que Jake soit un peu plus âgé et que notre dynamique familiale soit plus établie. J'imaginais un petit frère ou une petite sœur pour Jake, espérant qu'un nouvel enfant aiderait à cimenter nos liens familiaux. Il y a eu des moments occasionnels qui m'ont fait réfléchir, des instants fugaces où Jake me lançait un regard froid quand son père ne regardait pas ou faisait un commentaire dédaigneux sur quelque chose que j'avais fait ou dit. Mais je les ai considérés comme des sautes d'humeur normales d'adolescents, rien d'assez préoccupant pour être abordé directement. Je me suis convaincu que ce n'était que des obstacles sur la voie de la construction de notre famille, croyant qu'avec assez d'amour et de patience, Jake finirait par m'accepter pleinement. Je me suis lancé à corps perdu dans le rôle de l'épouse et de la belle-mère parfaite, certaine que mon attention sincère finirait par vaincre toute résistance persistante. En y repensant maintenant, je réalise que j'étais tellement concentré sur la création de la famille parfaite que j'ai manqué les signes avant-coureurs qui commençaient à apparaître, des indicateurs subtils que sous la surface, des problèmes se préparaient et finiraient par exploser en la trahison qui a tout changé. Le changement dans le comportement de Jake a été si progressif qu'au début, je l'ai à peine remarqué. Alors qu'il entrait en première au lycée à 17 ans, j'ai attribué sa distance croissante au développement normal de l'adolescence. Mais le schéma est devenu impossible à ignorer. Les dîners de famille, autrefois une partie non négociable de notre routine, sont devenus ponctués par la chaise vide de Jake et des excuses par texto concernant des sessions d'études ou des activités extrascolaires qui se terminaient tard. Un soir, après que Jake ait manqué 3 dîners de suite, j'ai préparé sa lasagne préférée spécifiquement pour l'inciter à rentrer. Quand il a envoyé un texto disant qu'il restait chez un ami pour travailler sur un projet, j'ai ressenti une nette pointe de rejet. Marc a simplement haussé les épaules, disant « C'est ça le lycée. Les projets semblent toujours se faire chez les autres. » J'ai commencé à remarquer d'autres comportements préoccupants. En passant devant la chambre de Jake, je l'ai entendu au téléphone avec des amis, sa voix baissant à un murmure quand il réalisait que j'étais à proximité. Une fois, je l'ai distinctement entendu dire « Elle est toujours dans mes affaires », suivi d'un roulement des yeux quand il m'a vu dans le couloir. Puis de petits objets ont commencé à disparaître dans la maison. Mon bracelet en argent que je laissais habituellement sur ma commode a disparu sans explication. 40 $ ont disparu de mon portefeuille alors que j'aurais juré que je venais de retirer 60 $ au distributeur. Quand j'ai mentionné ces incidents à Marc, il a suggéré que j'étais distraite ou que j'avais égaré les objets. Un après-midi, j'ai décidé de parler à Marc de mes inquiétudes concernant le comportement de plus en plus distant de Jake. Nous prenions un café sur la terrasse, un rare moment de solitude un samedi. Je m'inquiète pour Jake, ai-je dit prudemment, en remuant mon café. As-tu remarqué qu'il n'est plus jamais là, et quand il est à la maison, il me parle à peine? Marc a soupiré, se penchant en arrière sur sa chaise. Easter, il a 17 ans. Les adolescents ont besoin d'espace. Ils ne veulent pas traîner avec leurs parents. J'ai l'impression que c'est plus que ça, ai-je insisté. C'est comme s'ils m'évitaient délibérément, moi en particulier. Pas toi, juste moi. Tu réfléchis trop, a rejeté Marc d'un geste de la main. Il est juste un adolescent. J'étais pareil à son âge. J'ai laissé tomber le sujet, mais le malaise a persisté, un bourdonnement constant en arrière-plan de notre vie quotidienne. Les notes de Jake ont également commencé à baisser à cette époque. Lorsqu'une notification du portail de l'école est arrivée concernant sa note d'échec en chimie, j'ai essayé de l'aborder en lui proposant de l'aide. Je l'ai trouvé dans sa chambre en train de jouer à des jeux vidéo, les écouteurs sur les oreilles, complètement absorbé par son monde virtuel. Jake, ai-je dit après avoir frappé et reçu une reconnaissance à contre-cœur pour entrer. J'ai vu ta note de chimie. J'étais assez bonne en sciences à l'école. Voudrais-tu de l'aide pour étudier pour le prochain test? Il a arraché ses écouteurs, son expression immédiatement hostile.
Tu as sérieusement vérifié mes notes dans mon dos? Je ne les ai pas vérifiées dans ton dos, ai-je expliqué calmement. Ton père et moi recevons automatiquement les notifications de l'école. Je pensais que je pourrais aider. Je n'ai pas besoin de ton aide, a-t-il lancé sèchement, sa voix s'élevant. Et je n'ai certainement pas besoin que tu m'espionnes et que tu fasses des rapports à mon père. Jake, ce n'est pas ce que je fais. Je me soucie de ta réussite. Et tu n'es pas ma mère, a-t-il interrompu, le visage rouge de colère. Arrête d'essayer d'agir comme si tu l'étais. L'explosion m'a laissé stupéfaite et blessée. Je me suis retiré de sa chambre, retenant mes larmes, me demandant d'où venait ce niveau d'hostilité. Quand j'ai raconté l'interaction à Mark, il l'a de nouveau minimisé. Il est sous une forte pression avec les candidatures universitaires qui approchent, a expliqué Mark. Il ne le pensait pas personnellement. Mais cela m'avait semblé intensément personnel, un rejet délibéré de mon rôle dans sa vie après des années à essayer de construire une relation. La situation s'est envenimée lorsque j'ai accidentellement découvert des textos inappropriés sur le téléphone de Jake. Il l'avait laissé sur le comptoir de la cuisine en allant prendre une douche, et il n'arrêtait pas de vibrer avec des notifications. N'ayant pas l'intention de fouiner, mais préoccupé par les alertes constantes, j'ai jeté un coup d'œil à l'écran et j'ai vu des messages d'un certain Tyler discutant d'une fête où il prévoyait d'apporter de l'alcool et de la marijuana. Cette découverte m'a mise dans une position difficile. Je savais que Mark devait être au courant du comportement potentiellement dangereux de son fils, mais je savais aussi qu'aborder cela de la mauvaise manière pourrait encore plus endommager ma relation déjà fragile avec Jake. Après mûre réflexion, j'ai décidé de parler à Mark de la mise en place de plus de structure et de discipline dans la vie de Jake sans mentionner spécifiquement les textos. Je ne voulais pas trahir entièrement la vie privée de Jake, espérant que des limites générales pourraient régler les comportements préoccupants spécifiques. Cette conversation ne s'est pas déroulée comme prévu. Mark est devenu immédiatement sur la défensive lorsque j'ai suggéré que Jake pourrait bénéficier de plus de structure. « Es-tu en train de dire que je n'éduque pas correctement mon fils ?» a-t-il demandé, son ton sec. « Pas du tout, ai-je rétropédalé, surprise par sa réaction. Je pense juste que les adolescents ont parfois besoin de limites claires, surtout lorsqu'ils font des choix qui pourraient affecter leur avenir. » À quel choix fais-tu référence exactement, a insisté Mark. Juste des trucs d'adolescents en général, ai-je dit vaguement, ne voulant pas révéler ce que j'avais vu sur le téléphone sans être certaine de la façon dont Mark le gérerait. J'élève Jake depuis 17 ans, a dit froidement Mark. Je pense que je sais ce dont il a besoin mieux que quelqu'un qui est dans sa vie depuis une fraction de ce temps. La conversation s'est terminée avec une tension persistante dans l'air, et alors que je me tournais pour quitter la pièce, j'ai aperçu Jake debout dans le couloir, un sourire satisfait jouant sur ses lèvres avant qu'il ne réarrange rapidement ses traits en une expression neutre. C'était bref mais indubitable, et un frisson m'a parcouru l'échine alors que je réalisais qu'il avait écouté et qu'il était ravi de la discorde dont il avait été témoin. À cette époque, Jake a commencé à sortir avec une fille nommée Brittany, qui a semblé instantanément me détester malgré nos interactions minimales. Quand elle venait dîner, elle parlait chaleureusement à Mark tout en me donnant des réponses polies mais sèches. Je l'ai entendu une fois dire à Jake, « Je ne sais pas comment tu fais pour la supporter tout le temps », quand elle pensait que j'étais hors de portée de voix. Mon malaise dans ma propre maison grandissait régulièrement. J'ai commencé à me sentir comme une intruse plutôt qu'un membre de la famille, marchant sur des œufs pour éviter de déclencher l'hostilité de Jake ou de provoquer une autre dispute avec Mark. La maison que j'avais si amoureusement décorée ne me semblait plus être mon sanctuaire, mais un champ de bataille où j'étais de plus en plus en infériorité numérique. Pourtant, malgré la tension croissante, je continuais de croire que ce n'était qu'une phase difficile que nous finirions par surmonter. J'avais investi trop de mon cœur et de mon temps dans cette famille pour abandonner au premier véritable défi. J'ai donc persisté, m'accrochant à l'espoir qu'avec assez de patience et d'amour, les choses s'amélioreraient. Je n'avais aucune idée que le pire était encore à venir et que ma place dans cette famille était bien plus précaire que je ne l'avais jamais imaginé. Mon 34e anniversaire aurait dû être une célébration entourée de ma famille. J'avais réservé une table dans un restaurant italien haut de gamme des semaines à l'avance, excité à l'idée de passer du temps de qualité avec Mark et Jake. Le matin de mon anniversaire, je suis descendu et j'ai trouvé Mark en train de préparer mon petit déjeuner préféré, du pain perdu avec des baies fraîches, et un magnifique bouquet de lys sur la table. « Joyeux anniversaire, ma belle », a-t-il dit en m'embrassant tendrement. « J'ai des réservations à 19h ce soir. »« Où est Jake ?» ai-je demandé, remarquant son absence. L'expression de Mark a légèrement changé.
Il a envoyé un texto disant qu'il avait oublié un groupe d'études pour un gros examen demain. Il est vraiment désolé de ne pas pouvoir être là pour le petit déjeuner. J'ai ravalé ma déception. Mais il sera au dîner, n'est-ce pas? J'ai fait ses réservations il y a 3 semaines. Marc a hésité, posant l'assiette de pain perdu devant moi. En fait, c'est quelque chose dont nous devons parler. Jake a mentionné hier soir que son ami Tyler invite des gens pour travailler sur leur projet de fin d'études. C'est une grande partie de leurs notes. Et le jour de mon anniversaire, ai-je interrompu, incapable de cacher ma peine. Il était au courant de ce dîner. Nous en avons parlé le week-end dernier. Je sais, et il se sent très mal, a dit Marc, bien que je doute que Jake ressente quoi que ce soit de la sorte. Mais ce projet est vraiment important pour ses candidatures universitaires. Alors, tu le laisses manquer mon dîner d'anniversaire pour un projet dont il vient supposément d'apprendre l'existence, ai-je demandé, mon appétit disparaissant. Easter, essaie de comprendre. La dernière année de lycée est cruciale pour son avenir. Je ne peux pas le forcer à manquer quelque chose qui affecte ses notes. À ce moment-là, je me suis senti invisible, ma journée spéciale facilement écartée pour ce qui était très probablement un autre mensonge de Jake. Mais j'ai ravalé ma peine, hochant la tête en silence alors que Marc s'excusait à nouveau et promettait de se rattraper. Ce soir-là au restaurant, la chaise vide en face de nous semblait se moquer de ma croyance naïve que nous étions vraiment une famille. Marc a essayé de compenser en étant extra attentionné, mais le message était clair, lorsqu'il fallait choisir, Jake passait en premier et j'étais loin derrière en deuxième position. Sur le chemin du retour, j'ai finalement exprimé mes sentiments. Marc, je me sens comme une étrangère dans ma propre famille. Aujourd'hui l'a rendu douloureusement clair. Ce n'est pas juste, a-t-il défendu. C'était juste un mauvais timing avec son projet. Ce n'est pas seulement aujourd'hui, ai-je dit, ma voix tremblante. C'est une tendance. Jake m'exclut constamment, et tu le permets constamment. Nous nous sommes disputés pendant des heures cette nuit-là, tournant en rond alors que Marc défendait son fils tandis que j'essayais de lui faire voir la tendance blessante qui s'était développée. Nous nous sommes finalement réconciliés avec des excuses épuisées, mais quelque chose de fondamental avait changé. La dispute a exposé une faille dans notre mariage qui ne ferait que s'élargir dans les semaines à venir. Après mon anniversaire, Jake est devenu plus audacieux dans son manque de respect. J'ai commencé à remarquer que Marc me regardait différemment, parfois avec des questions dans les yeux là où il n'y avait eu autrefois que de la confiance. Plus tard, j'ai découvert que Jake faisait des commentaires à son père quand je n'étais pas là, des suggestions subtiles que j'étais différente quand Marc n'était pas à la maison. Elle se met vraiment en colère parfois, papa, l'ai-je entendu dire un soir alors qu'il pensait que j'étais encore sorti faire des courses. Je ne veux pas causer de problème, mais... Il a arrêté de parler quand je suis entré dans la maison, échangeant un regard avec Marc qui m'a serré l'estomac d'anxiété. Les incidents se sont multipliés. Mon ordinateur portable, un modèle coûteux dont j'avais besoin pour des présentations de travail, a été retrouvé endommagé par l'eau un après-midi. Jake a affirmé qu'il n'avait aucune idée de ce qui s'était passé, bien qu'il ait été en parfait état quand je l'ai laissé sur mon bureau ce matin-là. Seul Jake avait été à la maison pendant ce temps, soi-disant malade et absent de l'école. Après l'incident de l'ordinateur portable, Marc a commencé à me questionner plus fréquemment sur mes interactions avec Jake. Il dit que tu lui as crié dessus hier à propos de son linge, a-t-il dit un soir, son ton décontracté mais ses yeux vigilants. Cela n'est jamais arrivé, ai-je dit, choqué par le mensonge flagrant. J'étais en réunion toute la journée hier. Je l'ai à peine vu. Marc a hoché la tête, mais je pouvais dire qu'il n'était pas entièrement convaincu. Il avait l'air assez contrarié. Marc, je te dis que cela ne s'est absolument pas produit. Jake te ment. Son expression s'est durcie. C'est une accusation sérieuse, Easter. Pourquoi mon fils mentirait-il à propos de quelque chose comme ça? Je n'avais pas de réponse qui ne donnerait pas l'impression que j'attaquais Jake, alors je me suis retiré de la conversation, un nœud d'angoisse se formant dans mon estomac. Notre maison est devenue un lieu de tension et d'accusations tacites. J'ai commencé à me sentir mal à l'aise même en effectuant des tâches de routine comme la lessive ou le ménage, craignant que Jake ne déforme mes actions en quelque chose de malveillant à rapporter à son père. Les murs semblaient se refermer sur moi alors que mon espace se transformait en territoire hostile. Mon amie Sophia a remarqué le changement en moi pendant nos pauses déjeuner. Tu as l'air épuisé, a-t-elle dit un jour, son inquiétude évidente. Est-ce que tout va bien à la maison? J'ai alors craqué,
lui racontant tout, le comportement de Jake qui s'aggravait, la méfiance croissante de Mark, mon isolement grandissant au sein de ma propre famille. Sophia a écouté, son expression grave. « Easter, cela ressemble à de l'aliénation délibérée », a-t-elle dit finalement. « Jake est en train de monter systématiquement ton mari contre toi, et Mark le permet. Vous avez besoin d'aide professionnelle, peut-être d'une thérapie familiale. » Encouragé par le soutien de Sophia, j'ai prudemment suggéré la thérapie à Mark ce soir-là. Je pense que nous pourrions tous bénéficier de parler à quelqu'un. Il y a des problèmes de communication qui nous affectent tous. La réaction de Mark a été rapide et défensive. Nous n'avons pas besoin qu'un étranger nous dise comment être une famille. C'est juste une mauvaise passe. Mark, c'est plus qu'une mauvaise passe, ai-je insisté. J'ai l'impression d'être poussé hors de ma propre maison. Maintenant, tu dramatises, a-t-il dit avec dédain. Jake traverse juste des trucs typiques de l'adolescence, et tu le prends personnellement. Le rejet de la thérapie a semblé être une autre porte qui se fermait, une autre voie potentielle de résolution bloquée. Les choses ont pris une tournure encore plus sombre lorsque j'ai découvert que mes documents personnels avaient été fouillés dans notre bureau à domicile. Mon passeport avait été déplacé et des relevés financiers étaient en désordre. Lorsque j'ai vérifié mon compte bancaire personnel, j'ai découvert que 500 $ manquaient d'un dépôt récent. Seul Mark avait accès à ce compte en dehors de moi, car nous avions mis en place un accès d'urgence pour les comptes personnels de l'autre au début de notre mariage. Lorsque j'ai abordé Mark à propos de l'argent manquant, sa confusion semblait sincère, mais il n'a offert aucune explication. Peut-être que tu l'as transféré et que tu as oublié, a-t-il suggéré. Tu as été sous beaucoup de stress ces derniers temps. Le détournement cognitif devenait une constante, me faisant douter de ma propre mémoire et de mes perceptions. Est-ce que j'oubliais vraiment des choses? Est-ce que je surréagissais à un comportement normal d'adolescent? Les questions me tourmentaient, érodant ma confiance et mon sens de la réalité. À cette époque, j'ai remarqué que les parents de Mark, Barbara et Richard, étaient devenus nettement plus froids envers moi lors de leur visite. Barbara, qui m'avait autrefois chaleureusement incluse dans les discussions familiales, adressait maintenant la plupart de sa conversation à Mark et Jake, me traitant presque comme une connaissance plutôt que comme un membre de la famille. Après leur départ suite au dîner du dimanche, j'ai demandé à Mark s'il avait remarqué le changement. Il a haussé les épaules. Ils sont juste inquiets pour Jake. Il leur a dit que tu as été particulièrement dur avec lui ces derniers temps. Quoi, ai-je exclamé. C'est complètement faux. Qu'est-ce qu'il leur a dit exactement? Juste que tu le critiques constamment et que tu le fais se sentir mal à l'aise dans sa propre maison, a dit Mark comme s'il répétait quelque chose qu'il avait entendu plusieurs fois. Ce sont ses grands-parents, Easter. Ils sont naturellement protecteurs. La prise de conscience que Jake répandait des mensonges sur moi au-delà de notre foyer immédiat m'a frappé comme un coup physique. L'image soignée que j'avais construite avec la famille de Mark était systématiquement démantelée par un adolescent avec un agenda que je ne pouvais pas entièrement comprendre. Mon isolement a grandi alors que la campagne de Jake continuait. Des amis qui avaient autrefois régulièrement visité notre maison se sont vus dire par Jake que je préférais ne pas avoir d'invités. Les collègues de Mark, qui étaient devenus notre cercle social, ont été nourris de désinformations subtiles sur mes humeurs et mon comportement. Morceau par morceau, mon système de soutien s'effritait, me laissant de plus en plus seul avec mon anxiété et ma peur grandissante. Ce que je n'ai pas réalisé alors, c'est que tous ces incidents n'étaient que le prélude à un point de rupture catastrophique, une campagne soigneusement orchestrée menant à une explosion qui ferait voler en éclats la vie que j'avais si soigneusement construite. Et je marchais droit dans le piège, complètement non préparé à la trahison qui m'attendait juste au coin de la rue. Le voyage d'affaires à Seattle devait durer 3 jours, mais les réunions avec les clients se sont terminées plus tôt, me permettant de prendre un vol de retour dans l'après-midi au lieu de rester une nuit de plus comme prévu. Je n'avais pas informé Mark du changement de programme, pensant que ce serait une belle surprise de rentrer un jour plus tôt. En y repensant, j'aurais aimé lui envoyer un texto à l'avance, l'avertir. Peut-être que les choses se seraient déroulées différemment, mais je ne l'ai pas fait, et cette décision a changé le cours de ma vie. La maison semblait normale de l'extérieur lorsque mon taxi s'est arrêté à 18 h. Mais en m'approchant de la porte d'entrée, j'ai entendu de la musique pulser de l'intérieur, beaucoup plus forte que ce que Mark autoriserait normalement. En utilisant ma clé, je suis entré pour trouver notre salon transformé en une scène de fête tout droit sortie d'un film pour adolescents. Jake et au moins 10 autres adolescents étaient affalés sur nos meubles. La table basse contenait plusieurs bouteilles d'alcool,
certaines déjà à moitié vides, et l'odeur immistacable de la marijuana flottait dans l'air. Des gobelets en plastique et des sacs de snacks jonchaient le sol, et quelqu'un avait renversé quelque chose de sombre sur le tapis de couleur crème que j'avais acheté seulement 2 mois plus tôt. Pendant un moment, personne ne m'a remarqué debout dans l'entrée, abasourdi par la scène qui se déroulait devant moi. Puis une fille m'a repéré et a donné un coup de coude à Jake, dont les yeux se sont écarquillés d'alarme quand il m'a vu. La musique continuait de résonner alors que Jake se levait en titubant, clairement intoxiqué. « Que se passe-t-il ici ?» ai-je demandé, ma voix perçant à travers la musique. « Où est ton père ?» Jake a tripoté son téléphone, baissant la musique depuis une application à distance. Il éteint un dîner de travail, a-t-il baragouiné légèrement. Il ne rentrera pas avant tard. J'ai de nouveau inspecté la scène, notant les diverses substances et la consommation d'alcool manifestement illégale par des mineurs dans ma maison. Prenant une profonde inspiration, j'ai parlé avec autant d'autorité calme que je pouvais rassembler. Tous ceux qui n'habitent pas ici doivent partir immédiatement, ai-je dit fermement. La fête est finie. Il y a eu des grognements de protestation, mais lorsque je me suis dirigé vers la chaîne Hi-Fi et que je l'ai complètement éteinte, les adolescents ont commencé à rassembler leurs affaires. Jake se tenait là, regardant, son expression passant de la surprise à quelque chose de plus sombre alors que ses amis sortaient. Une fois le dernier adolescent parti, je me suis tourné vers Jake. « À quoi pensais-tu ? Il y avait de l'alcool et des drogues dans notre maison avec des mineurs. Comprends-tu à quel point c'est grave ? » « Ce n'est pas grave, » a-t-il marmonné, se balançant légèrement sur ses pieds. « Tout le monde le fait. »« C'est absolument grave, » ai-je répliqué, me déplaçant pour ramasser les bouteilles d'alcool. « C'est illégal, Jake. Toi et tes amis pourriez avoir de sérieux ennuis, sans parler des dommages causés à notre maison. »« Laisse ça, » a-t-il lancé, soudainement hostile. « Je nettoierai avant que papa ne rentre. Il n'a pas besoin de savoir ça. »« Je ne vais pas mentir à ton père, » ai-je dit, continuant de rassembler les preuves de la fête. « Il doit savoir ce qui s'est passé. » C'est à ce moment-là que le comportement de Jake a complètement changé. L'adolescent maussade a disparu, remplacé par quelqu'un de calculateur et de froid. Il a sorti son téléphone et s'est détourné, sa voix basse et urgente alors qu'il passait un appel. « Papa » l'ai-je entendu dire, sa voix soudainement larmoyante et effrayée. « Tu dois rentrer à la maison tout de suite. Easter est en train de perdre la tête. » Elle m'a frappé, papa. Je ne sais pas quoi faire. Je suis resté figé, incrédule, la bouteille dans ma main manquant de tomber au sol. Jake, m'exclamai-je. C'est un mensonge complet. Il m'a ignoré, continuant sa performance pour Marc. J'ai peur. S'il te plaît, rentre à la maison, a-t-il plaidé avant de raccrocher. Pourquoi dirais-tu ça, ai-je demandé, mon cœur battant la chamade en réalisant ce qu'il venait de faire. Ton père va croire que je t'ai agressé. Cela n'est jamais arrivé. Les yeux de Jake ont rencontré les miens, et la froideur que j'y ai vue m'a glacé jusqu'aux os. Pour la première fois, j'ai entrevu la malice délibérée derrière ses actions des derniers mois. Ce n'était pas de la rébellion adolescente ou des difficultés d'adaptation. C'était une destruction calculée. C'est ta parole contre la mienne, a-t-il dit avec un haussement d'épaule. Et papa me croit toujours. J'ai essayé d'appeler Marc immédiatement, mais mes appels sont allés directement sur la messagerie vocale. Les textos sont restés non lus alors que j'essayais frénétiquement d'expliquer ce qui s'était réellement passé avant qu'il n'arrive à la maison. Les 20 minutes qu'il a fallu à Marc pour rentrer ont été parmi les plus longues de ma vie alors que je regardais Jake créer méthodiquement un récit qui me détruirait. Il a ébouriffé ses cheveux, froissé ses vêtements et est allé à la salle de bain, revenant avec de l'eau éclaboussée sur son visage pour simuler des larmes. Plus troublant encore, il a pressé son bras à plusieurs reprises contre le bord du comptoir, créant une marque rouge qui allait probablement devenir un bleu, fabriquant des preuves physiques pour sa fausse affirmation. Quand Marc a fait irruption par la porte, son visage était un masque de fureur et d'inquiétude. Il est allé directement à Jake, qui s'est lancé dans une performance digne d'un prix. Elle a juste pété les plombs, papa, a sangloté Jake, montrant le bleu en développement sur son bras. J'avais quelques amis à la maison et elle a commencé à crier et à jeter des choses. Quand j'ai essayé de la calmer, elle m'a attrapé et m'a poussé contre le mur. Ce n'est absolument pas ce qui s'est passé, ai-je interjecté, ma voix tremblant d'incrédulité. Marc, il a organisé une véritable fête ici avec de l'alcool et des drogues.
J'ai renvoyé ses amis chez eux et j'étais en train de nettoyer quand il t'a appelé avec ce mensonge scandaleux. Marc a regardé les preuves restantes de la fête, puis de nouveau son fils. Est-ce vrai? Tu avais de l'alcool ici? Pendant un instant, j'ai pensé que la raison pourrait l'emporter, mais Jake avait son histoire prête. C'était juste quelques bières que quelqu'un a apportées sans me le dire, a-t-il dit, sa voix convaincante de contrition. J'allais leur demander de partir quand Easter est rentré plus tôt et a juste explosé. Elle m'a toujours détesté, papa. Elle attendait juste une excuse. Ce n'est pas vrai, ai-je dit désespérément. Marc, tu me connais. Tu sais que je ne ferai jamais de mal à Jake. S'il te plaît, tu dois me croire. Marc a regardé entre nous, son expression torturée. Puis ses yeux se sont posés sur la marque rougissante sur le bras de Jake, et j'ai vu sa décision se former avant qu'il ne la prononce. Fais un sac, Easter, a-t-il dit doucement, sa voix comme de la glace. Je veux que tu quittes cette maison ce soir. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Marc, s'il te plaît, ai-je supplié. C'est tout un mensonge. Jake te manipule. J'ai vu le bleu se former de mes propres yeux, a dit Marc, sa voix s'élevant. Mon fils est terrifié par toi en ce moment. J'ai besoin que tu partes jusqu'à ce que nous réglions ça. Où suis-je censé aller, ai-je demandé, les larmes perçant enfin mon choc. Appelle une amie, prends un hôtel. Je m'en fiche en ce moment, a-t-il dit froidement. J'ai juste besoin que tu sortes de cette maison et que tu t'éloignes de mon fils. Marc, c'est aussi ma maison, ai-je protesté faiblement. C'était ma maison avant que tu n'emménages, m'a-t-il rappelé durement. Et je n'ai jamais pensé que tu ferais du mal à mon fils. Je suppose que nous nous sommes tous les deux trompés sur certaines choses. J'ai regardé Jake, debout légèrement derrière son père, et j'ai surpris l'éclair de triomphe dans ses yeux avant qu'il ne reprenne rapidement sa posture de victime. À ce moment-là, j'ai réalisé à quel point j'avais été complètement déjoué par un jeune de 17 ans qui avait orchestré mon expulsion de sa vie avec une précision effrayante. Sans choix et nulle part où aller, je suis monté faire un sac, mes mains tremblant si fort que j'avais à peine la force de fermer ma valise. À travers mes larmes, j'ai appelé Sophia, qui a immédiatement offert sa chambre d'amis sans poser de questions. Redescendre avec mes bagages a été l'un des moments les plus humiliants de ma vie. Marc se tenait les bras croisés, me regardant en silence alors que je rassemblais mon sac à main et mon chargeur de téléphone sur le comptoir de la cuisine. Je n'aurais jamais pensé que tu choisirais de croire un mensonge aussi évident, ai-je dit doucement, croisant son regard une dernière fois. 7 ans ensemble et c'est tout ce qu'il faut pour oublier qui je suis vraiment. Je sais ce que j'ai vu, a dit fermement Marc. Le bleu ne ment pas non, mais ton fils, si, ai-je répondu, ma voix se brisant. Et un jour tu le réaliseras, mais il sera trop tard. En sortant, j'ai jeté un regard en arrière pour voir Jake debout dans le couloir, un petit sourire satisfait jouant sur ses lèvres quand son père ne regardait pas. Cette expression a confirmé tout ce que j'avais besoin de savoir sur sa campagne délibérée pour m'écarter de leur vie. En conduisant vers l'appartement de Sophia, j'ai appelé Marc à plusieurs reprises, mais mes appels ont continué d'aller sur la messagerie vocale. J'ai envoyé texto après texto expliquant ce qui s'était réellement passé, le suppliant de regarder les preuves autour de lui, de se demander pourquoi Jake l'appellerait lui plutôt que la police s'il avait vraiment été agressé, de se souvenir de qui j'étais et de nos années ensemble. Tout est resté sans réponse alors que la nuit s'étirait. Quand je suis arrivé chez Sophia, elle a jeté un coup d'œil à mon visage strié de larmes et m'a serré dans une étreinte forte. Quoi qu'il soit arrivé, nous allons trouver une solution, a-t-elle promis alors que je m'effondrais en sanglots dans ses bras. Cette nuit-là, allongé sur le lit d'amis de Sophia, fixant le plafond, j'ai eu l'impression que mon monde entier m'avait été arraché en un instant. La maison que j'avais créée, l'homme que j'aimais, la vie que j'avais construite, tout avait disparu à cause des mensonges d'un adolescent et d'un mari qui avait choisi de croire le pire de moi sans une seconde d'hésitation. Le lendemain matin, lorsque les parents de Marc sont arrivés à la maison pour soutenir leur fils et leur petit-fils dans cette période difficile, la victoire de Jake était complète. Il m'avait expulsé avec succès de la famille et avait rallié tout le monde à sa cause, tout en me peignant comme la méchante dans une histoire qu'il avait soigneusement élaborée pendant des mois. Ce qu'aucun d'eux ne réalisait, c'est qu'en me poussant dehors, il m'avait libéré de la toile de manipulation dans laquelle j'étais piégé. Et dans les semaines à venir, cette liberté me donnerait la clarté et la force de riposter d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu anticiper. La première nuit dans l'appartement de Sophia, j'ai à peine dormi, oscillant entre les larmes, la colère et l'incrédulité. Le matin, cependant,
quelque chose avait changé en moi. Le choc initial cédait la place à une détermination bouillonnante qui ne ferait que se renforcer dans les jours à venir. « Tu as besoin de conseils juridiques ?» a dit Sophia autour d'un café, me regardant vérifier mon téléphone à la recherche de messages de Marc qui n'étaient toujours pas arrivés. « C'est plus qu'un simple malentendu. Il t'a mise à la porte de ta maison sur la base d'un mensonge. » J'ai hoché lentement la tête, la réalité de ma situation devenant plus nette. « Tu as raison. Je dois me protéger. » Cet après-midi-là, Sophia m'a mise en contact avec sa cousine, Patricia Williams, l'une des meilleures avocates en divorce de la ville. J'avais d'abord hésité au mot divorce, espérant toujours que Marc retrouverait la raison, mais l'évaluation franche de Patricia lors de notre première consultation a complètement changé ma perspective. D'après ce que vous m'avez dit, votre mari a montré où se situaient ses loyautés, a-t-elle dit, ses yeux vifs m'évaluant à travers son bureau poli. La question maintenant n'est pas de savoir si vous pouvez sauver ce mariage, mais comment vous pouvez vous protéger à l'avenir. Sous la direction de Patricia, j'ai commencé à tout documenter méticuleusement. J'ai créé une chronologie détaillée des comportements de Jake qui s'aggravaient au cours des derniers mois, notant chaque incident où des objets avaient disparu, où des disputes avaient éclaté, et où Marc avait pris le parti de son fils sans enquête. Patricia m'a également conseillé de procéder à un examen approfondi de notre situation financière. Les hommes qui prennent des décisions aussi impulsivement font souvent des mouvements financiers tout aussi irréfléchis, m'a-t-elle prévenu. Elle avait raison. En accédant à nos services bancaires en ligne, j'ai découvert que Marc avait déjà déplacé 15 000 $ de notre compte d'épargne commun vers son compte personnel le matin même après m'avoir mise à la porte. La trahison m'a piqué, mais elle a aussi endurci ma résolution. Avec l'aide de Patricia, j'ai commencé à rassembler des preuves systématiquement. J'ai contacté nos voisins, les Johnson, qui avaient des caméras de sécurité capturant partiellement notre cour avant et notre allée. Ils ont fourni des images montrant les amis de Jake quittant notre maison ce soir-là, clairement intoxiqués, mais ne montrant aucun signe du chaos que Jake avait décrit. Plus important encore, l'horodatage de la vidéo prouvait que je n'avais pas été seul avec Jake assez longtemps pour provoquer la confrontation violente qu'il avait fabriquée. Patricia m'a également aidé à sécuriser ma situation financière, en transférant mes dépôts directs sur un nouveau compte et en documentant tous les investissements et biens que j'avais apportés pendant notre mariage. J'avais payé pour la rénovation de la cuisine de notre maison l'année précédente en utilisant l'argent de l'héritage de ma grand-mère. J'avais des reçus pour chaque meuble que j'avais acheté, chaque amélioration que j'avais apportée à la maison de Marc au cours de nos années ensemble. Grâce à la surveillance des réseaux sociaux, nous avons découvert quelque chose qui m'a retourné l'estomac mais a renforcé mon dossier. Jake avait posté dans un groupe privé qu'un de ses amis avait capturé et m'avait envoyé. J'ai enfin viré la belle-mère. Papa a tout gobé. La cruauté désinvolte de la chose était à couper le souffle, mais c'était aussi une preuve indéniable de sa tromperie. Pendant que je reconstruisais ma vie et préparais mon dossier, Marc a maintenu son silence. Mes appels et mes textos sont restés sans réponse pendant des jours, puis des semaines. La seule communication est venue par l'intermédiaire de Patricia, qui a reçu un bref courriel de Marc indiquant que je pouvais organiser la collecte de davantage de mes affaires pendant que lui et Jake seraient sortis de la maison un samedi après-midi. 3 semaines se sont écoulées dans cette attente. J'ai continué à aller au travail, expliquant ma situation à mon patron compréhensif, qui m'a accordé des horaires flexibles pour rencontrer Patricia et remettre ma vie en ordre. La chambre d'amis de Sophia est devenue ma maison temporaire, son amitié une bouée de sauvetage dans la période la plus sombre de ma vie. Ma sœur, Laurel, a pris l'avion de Portland pour me soutenir. Sa présence était un rappel que j'avais encore une famille qui croyait en moi et me soutenait sans poser de questions. Avec Laurel et Sophia à mes côtés comme des sentinelles protectrices, je suis retourné à la maison ce samedi-là pour récupérer plus de vêtements et d'effets personnels. Traverser la maison que j'avais rendue belle semblait surréaliste. Des photos de notre mariage étaient toujours accrochées au mur. Mes livres de cuisine tapissaient encore les étagères de la cuisine. Mon jardin était visible à travers les fenêtres avec les rosiers que j'avais plantés qui commençaient à fleurir. Pourtant, j'étais maintenant une intruse ici, alloué une fenêtre de 2 heures pour récupérer mes biens comme un voleur à l'envers. Laurel m'a trouvé assise sur le bord de notre lit, une photo encadrée de Marc et moi de notre voyage d'anniversaire dans la Napa Valley entre les mains. « Ce n'est pas la fin de ton histoire, Easter », a-t-elle dit doucement, s'asseyant à côté de moi. « C'est juste la fin d'un chapitre, et le suivant sera tellement meilleur parce que tu seras libéré des gens qui ne te méritent pas. » Ces mots ont résonné profondément, plantant la graine d'une nouvelle perspective.
Peut-être que cette expulsion douloureuse de mon mariage n'était pas une tragédie, mais une opportunité, une chance de reconstruire une vie sans le sapage constant et le détournement cognitif que j'avais enduré. À l'approche des 3 semaines, j'ai subi une transformation physique qui reflétait ma transformation intérieure. J'ai coupé mes longs cheveux en un carré élégant qui me donnait une allure plus légère et plus moderne. Je me suis inscrite à un cours de kickboxing matinal, canalisant ma peine et ma colère en force physique. J'ai acheté de nouveaux vêtements qui reflétaient qui je devenais plutôt que qui j'avais essayé d'être pour Marc et Jake. J'ai également commencé à renouer avec de vieux amis qui s'étaient progressivement éloignés pendant mon mariage. En y repensant, je pouvais voir comment Marc m'avait subtilement isolé, ayant toujours des raisons pour lesquelles certaines amitiés étaient problématiques ou pourquoi nous devions nous concentrer sur le temps en famille au lieu de mes relations sociales. Une par une, j'ai contacté ces femmes, reconstruisant des ponts et élargissant mon réseau de soutien au-delà de Sophia et Laurel. À l'anniversaire exact des 3 semaines de la nuit où Marc m'avait mise à la porte, mon téléphone a sonné avec son numéro. Je l'ai regardé pendant plusieurs sonneries, le cœur battant, avant de répondre par un calme allô qui démentait le tumulte en moi. Easter, a dit Marc, sa voix empreinte d'une désinvolture forcée. Je pense qu'il est temps que nous parlions. De quoi, Marc, ai-je demandé, gardant mon ton neutre comme Patricia me l'avait conseillé. De ce qui s'est passé, de notre mariage. De savoir si tu as eu le temps de réfléchir à tes actions et si tu es prête à discuter de ton retour à la maison. L'audace de sa supposition que je supplierais de revenir après sa trahison m'a laissé momentanément sans voix. Quand j'ai retrouvé ma voix, elle était plus stable que je ne l'avais prévu. Oui, je pense que nous devrions parler, ai-je convenu. En personne. Demain à 13h à la Mi-Jean. J'ai nommé un restaurant haut de gamme du centre-ville, assez public pour éviter une scène mais assez privé pour une conversation sérieuse. Ça me va, a dit Marc, semblant soulagé que j'ai accepté si facilement. Je te verrai alors. Après avoir raccroché, j'ai immédiatement appelé Patricia. Il veut que je revienne, ai-je expliqué. Il pense que je vais m'excuser. Parfait, a dit Patricia, et je pouvais entendre le sourire satisfait dans sa voix. Alors il ne verra pas ce qui arrive. Apporte les papiers demain. J'aurai tout préparé. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi, répétant mentalement ce que je dirais, comment je resterais calme face à l'homme qui m'avait brisé le cœur et trahi ma confiance si complètement. Le matin, je me sentais étrangement calme, certaine de faire exactement ce qui devait être fait. Laurel m'a aidé à choisir ma tenue, une robe bleu marine ajustée qui transmettait confiance et professionnalisme plutôt que d'essayer de raviver des sentiments romantiques. En me fermant la fermeture éclair, elle m'a serré les épaules. Souviens-toi de qui tu es, a-t-elle dit fermement. Pas de qui il pense que tu es. De qui tu es vraiment. Avec ces mots me fortifiant, j'ai récupéré l'enveloppe manie du bureau de Patricia et me suis dirigé vers le restaurant, prête à clore un chapitre de ma vie et à commencer à en écrire un nouveau, entièrement selon mes propres termes. L'ami Jean était bondé pour le déjeuner lorsque je suis arrivé 5 minutes en avance pour notre rendez-vous. J'avais choisi ce restaurant délibérément, non seulement pour son cadre public, mais parce que c'était un endroit que j'adorais et que Marc avait toujours trouvé prétentieux. Être ici était mon premier petit acte de réappropriation de mes préférences après des années de compromis. J'ai demandé une table près du fond où le bruit des autres convives nous offrirait de l'intimité pour notre conversation tout en étant assez public pour décourager toute explosion. L'hôtesse m'a conduite à une table d'angle partiellement masquée par une cloison décorative, parfaite pour mes intentions. Marc est arrivé exactement à 13h, toujours ponctuel. Il m'a repéré et s'est approché, et j'ai eu un moment pour l'observer sans être vu. Il avait l'air fatigué, avec de nouvelles rides autour des yeux et un léger affaissement des épaules qui n'était pas là il y a 3 semaines. Une petite partie mesquine de moi était satisfaite de voir la preuve physique de son stress. « Easter » a-t-il dit, se penchant comme pour m'embrasser sur la joue avant de se raviser et de se glisser maladroitement sur le siège en face de moi. « Tu as l'air différente. » « Bien différente. »« Merci » ai-je répondu froidement, ne lui retournant pas le compliment. « Comment vas-tu ? » Ces dernières semaines ont été difficiles, a-t-il admis, faisant signe à un serveur. Pour nous tous. Nous avons commandé des boissons marque un scotch, malgré leur matinale, moi, une eau pétillante avec du citron vert. Alors que le serveur s'éloignait, Marc s'est penché en avant, son expression sérieuse. J'ai beaucoup réfléchi, Easter, à ce qui s'est passé, à notre mariage. La famille est importante, et je pense que nous devons d'essayer de surmonter ça.
Ses paroles étaient raisonnables, même conciliantes, mais elles révélaient sa mécompréhension fondamentale de notre situation. Il voyait toujours cela comme une séparation temporaire, un obstacle sur la route que nous pouvions aplanir avec suffisamment d'efforts. J'ai aussi réfléchi, ai-je dit, prenant une gorgée de mon eau à son arrivée. À la loyauté et à la confiance. À ce qui fait fonctionner un mariage. Marc a hoché la tête avec empressement. Exactement. Ce sont des temps difficiles avec un adolescent à la maison. Cela demande de la patience et de la compréhension de la part de tout le monde. Non, Marc, ai-je dit fermement. Ce que cela requiert, c'est la confiance. Et tu m'as montré exactement à quel point tu me fais confiance lorsque tu as choisi de croire les mensonges de Jake sans même les remettre en question. Son expression s'est légèrement assombrie. Easter, j'ai vu le bleu de mes propres yeux. Que étais-je censé penser? Tu étais censé penser que ta femme de 7 ans, qui n'a jamais montré de tendance violente dans sa vie, pourrait dire la vérité, ai-je répondu, gardant ma voix stable malgré la colère qui montait en moi. Tu étais censé considérer que ton fils de 17 ans, qui est de plus en plus hostile envers moi depuis des mois, pourrait mentir. C'est une accusation sérieuse, a dit Marc, faisant écho à ses paroles des semaines précédentes. Jake est mon fils. Et j'étais ta femme, ai-je répondu, en insistant sur le passé. Était, Marc? Ses yeux s'écarquillèrent légèrement à mon choix de mots. Es-tu en train de dire? J'ai sorti de mon sac à main l'enveloppe manie que Patricia avait préparée, la posant sur la table entre nous. Je demande le divorce. Pendant un instant, Marc a simplement fixé l'enveloppe comme si elle pouvait disparaître s'il la regardait assez longtemps. Puis il a eu un petit rire incrédule. Tu ne peux pas être sérieuse. C'est une réaction excessive à un malentendu. Un malentendu, ai-je répété, incrédule. Tu m'as mise à la porte de ma maison sur la base d'un mensonge. Tu as coupé toute communication pendant 3 semaines. Tu as déplacé de l'argent de notre compte joint sans discussion. Ce n'est pas un malentendu, Marc. C'est une rupture fondamentale de la confiance. Le téléphone de Marc a vibré sur la table. Le nom de Jake est apparu sur l'écran, mais Marc l'a ignoré, se concentrant sur moi avec une inquiétude croissante. Easter, j'admets que j'ai réagi vivement cette nuit-là. Mais tu dois comprendre, voir Jake bouleversé comme ça. Laisse-moi te montrer quelque chose, ai-je interrompu, sortant mon téléphone et ouvrant le dossier de preuves que j'avais compilé. Ceci est une vidéo de sécurité de la maison des Johnson de l'autre côté de la rue. L'horodatage montre les amis de Jake quittant la maison à 18h15 ce soir-là. Mon appel à Sophia était à 18h23. Cela laisse 8 minutes pour que je sois censé agresser Jake et qu'il t'appelle en larmes. J'ai fait glisser le téléphone vers Marc, qui a regardé la vidéo avec un froncement de sourcils de plus en plus profond. Ça ne prouve rien, a-t-il dit, mais sa voix manquait de conviction. Et ça? Ai-je continué, lui montrant la capture d'écran de la publication de Jake sur les réseaux sociaux. Ton fils se vantant de m'avoir mis hors jeu. Est-ce que ça ressemble au comportement d'une victime ou de quelqu'un qui a orchestré toute cette situation? Le visage de Marc a pâli en lisant la publication. Ça pourrait être sorti de son contexte, a-t-il dit faiblement. Et ceci, j'ai sorti les déclarations de 2 des amis de Jake qui étaient à la fête, témoignant que j'avais simplement demandé à tout le monde de partir et que je n'avais pas touché Jake. Patricia les avait contactés directement, faisant appel à leur sens du bien et du mal. Le téléphone de Marc a de nouveau vibré, plus insistamment cette fois. Jake appelait à plusieurs reprises. Marc l'a mis en sourdine, son expression troublée alors que les preuves s'accumulaient. « Pourquoi me montres-tu tout ça ?» a-t-il finalement demandé. « Parce que je veux que tu saches exactement ce que tu as jeté, » ai-je dit calmement. « Je veux que tu comprennes que ce divorce n'est pas une réaction émotionnelle, mais une décision mûrement réfléchie basée sur tes actions et la manipulation de ton fils. » L'attitude de Marc a alors changé, le désespoir remplaçant sa confiance initiale. « Easter, s'il te plaît. Nous pouvons surmonter ça. Thérapie de couple, conseil familial, tout ce qu'il faudra. Maintenant que je vois ces preuves. Maintenant, ai-je interrompu. Pourquoi pas il y a 3 semaines, Marc? Pourquoi n'as-tu pas demandé de preuves à ce moment-là, quand ça comptait vraiment? Pourquoi as-tu automatiquement supposé le pire de moi? Il n'avait pas de réponse à cela, et nous le savions tous les deux. Les papiers du divorce décrivent mes conditions, ai-je continué, poussant l'enveloppe vers lui.
J'ai documenté chaque contribution financière que j'ai faite à notre maison, chaque amélioration, chaque meuble que j'ai acheté. Patricia a calculé une division équitable des biens qui tient compte des années que j'ai passées à faire de ta maison un foyer. Marc a fixé l'enveloppe, sans faire le moindre mouvement pour la prendre. Tu as déjà un avocat. J'avais un avocat le lendemain du jour où tu m'as mise à la porte, ai-je confirmé. Parce que contrairement à toi, je n'ai pas pris de décision qui change une vie dans le feu de l'action. Son téléphone a encore vibré, et cette fois Marc y a jeté un œil avec une contrariété visible. Jake n'arrête pas d'appeler. Il n'appelle jamais autant de fois à moins que ce ne soit important. Peut-être qu'il sent que son plan est en train de s'effondrer, ai-je suggéré. Peut-être qu'il sait que tu es ici avec moi et qu'il s'inquiète de ce que je te dis. Marc a hésité, puis a répondu au téléphone. Jake, je ne peux pas parler maintenant. Je suis au milieu de quelque chose d'important. Même de l'autre côté de la table, je pouvais entendre la voix agitée de Jake. L'expression de Marc est passée de l'agacement à l'alarme en écoutant. Calme-toi, a-t-il dit. Que veux-tu dire par elle a des preuves? Quelle publication? Il m'a jeté un regard, la prise de conscience se faisant jour. Je serai bientôt à la maison. Ne fais rien d'autre. Nous parlerons quand j'arriverai. Il a raccroché, me regardant avec une nouvelle compréhension. Il sait, n'est-ce pas? À propos des preuves que je viens de te montrer. J'ai hoché la tête. Un de ses amis lui a probablement dit qu'ils avaient parlé à mon avocat. La vérité finit toujours par éclater, Marc. Marc a soudainement semblé épuisé, le poids de la réalité s'abattant enfin sur ses épaules. J'ai fait une terrible erreur, a-t-il admis doucement. Oui, tu en as fait une, ai-je convenu sans acrimonie. Et maintenant, nous devons tous les deux vivre avec les conséquences. Marc a tendu la main vers la mienne de l'autre côté de la table, mais je me suis légèrement reculé. Easter, s'il te plaît, donne-moi une autre chance. Donne-nous une autre chance. Maintenant que je sais ce qui s'est réellement passé. Il ne s'agit pas seulement de ce qui s'est passé cette nuit-là, ai-je expliqué, ressentant un calme étrange malgré la conversation émotionnelle. Il s'agit de ce qui se passe depuis des mois. Il s'agit du fait que tu as constamment choisi Jake plutôt que moi, rejetant mes inquiétudes, lui permettant de me saper dans notre propre maison. Cette nuit-là n'était que l'aboutissement d'un schéma qui aurait continué même si cet incident particulier ne s'était pas produit. Le téléphone de Marc a vibré avec un texto. Il y a jeté un coup d'œil et son visage s'est crispé. Jake dit que tu mens, que tu as fabriqué des preuves pour le piéger. Bien sûr qu'il le dit, ai-je dit avec un sourire triste. Et il y a 3 semaines, tu l'aurais cru sans poser de questions. Le crois-tu encore? La question est restée en suspens entre nous, un test dont Marc semblait enfin comprendre l'importance. Après un long moment, il a secoué la tête. Non, a-t-il dit doucement. Je ne pense pas, alors peut-être que tu commences à voir ce que j'essaie de te dire depuis tout ce temps. Marc avait l'air brisé, la prise de conscience de ce qu'il avait fait, de ce qu'il avait perdu, s'installant enfin. Qu'est-ce qui se passe maintenant? A-t-il demandé. Maintenant, tu apportes ces papiers à ton avocat, ai-je dit, poussant à nouveau l'enveloppe vers lui. Tu peux me combattre là-dessus et faire traîner les choses douloureusement pour nous deux. Ou tu peux accepter les conditions raisonnables que j'ai proposées, et nous pourrons tous les deux avancer dans nos vies. Marc a finalement pris l'enveloppe, ses mains n'étant pas tout à fait stables. Et nous? Y a-t-il la moindre chance? Non, Marc, ai-je dit doucement mais fermement. Cela s'est terminé au moment où tu m'as dit de sortir de notre maison. Certaines choses ne peuvent pas être défaites. Son téléphone a de nouveau vibré, d'autres textos de Jake, de plus en plus frénétiques. Marc a complètement coupé le son du téléphone, me regardant avec un regret sincère. Je dois aller gérer ça. Avec lui. Je pense. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'ai évité de voir. J'ai hoché la tête, comprenant que Marc faisait face à sa propre confrontation difficile à venir. Bonne chance, ai-je dit sincèrement. Jake a besoin d'aide, Marc. De la vraie aide, pas de la complaisance. Alors que Marc se levait pour partir, il a fait une pause, me regardant. Tu sembles différente. Plus forte. Je le suis, ai-je convenu. Il s'avère que voir sa vie détruite peut être une révélation. Je sais qui je suis maintenant et ce que je mérite. Après le départ de Marc, je suis resté à table,
commandant le déjeuner et un verre de vin, célébrant ce moment de réappropriation de ma vie à ma manière tranquille. La conversation s'était déroulée exactement comme Patricia et moi l'avions prévu, peut-être même mieux. J'avais gardé mon sang-froid, présenté mes preuves efficacement et tenu bon sans devenir émotive. En sirotant mon vin, je me suis demandé ce qui se passait chez Marc, imaginant la fureur de Jake lorsqu'il réaliserait que son récit soigneusement construit s'effondrait. Je n'éprouvais aucune joie dans leur conflit, seulement une tristesse lointaine pour ce qui aurait pu être si Jake m'avait accepté et si Marc avait été le partenaire que je méritais. Mais cette tristesse était éclipsée par un sentiment croissant de libération. Pour la première fois depuis des années, je prenais des décisions uniquement pour moi-même, sans considérer leur impact sur un mari qui ne m'appréciait pas ou un beau-fils qui travaillait activement contre moi. La liberté était à la fois terrifiante et exaltante, une toile vierge sur laquelle je pouvais créer une nouvelle vie entièrement de ma propre conception. Au moment où j'ai terminé mon repas, Marc avait appelé 3 fois, laissant des messages vocaux de plus en plus urgents que j'ai choisi de ne pas écouter immédiatement. Quelle que soit la crise qui se déroulait dans son foyer, ce n'était plus ma responsabilité de la gérer. Cette prise de conscience seule valait la peine d'être célébrée avec un deuxième verre de vin et le dessert au chocolat que j'avais toujours adoré mais que Marc avait toujours trouvé trop indulgent. Parfois, ai-je réfléchi en savourant chaque bouchée, la fin d'une histoire est simplement le début nécessaire d'une bien meilleure. 6 mois peuvent tout changer. Alors que je me tenais à la fenêtre de mon nouvel appartement, regardant le coucher de soleil peindre l'horizon de la ville dans des tons de rose et d'or, je reconnaissais à peine la femme que j'avais été lorsque Marc m'a dit pour la première fois de quitter notre maison. Mon nouveau logement était plus petit que la maison que nous avions partagée, mais il était entièrement à moi, décoré exactement à mon goût sans compromis pour les préférences de quelqu'un d'autre. Le salon présentait l'art abstrait et audacieux que Marc avait toujours détesté. La cuisine avait les appareils haut de gamme que j'avais toujours voulu mais que Marc avait jugé inutiles. Chaque coin reflétait ma personnalité, mes choix, ma vie reconquise. Le divorce avait été finalisé 3 mois plus tôt avec étonnamment peu de conflits après notre confrontation initiale. Marc avait examiné les conditions avec son avocat et avait accepté la plupart d'entre elles sans argument. Patricia avait été à la fois surprise et satisfaite de sa coopération, bien que nous soupçonnions toutes les deux que cela découlait plus de la culpabilité que de la générosité. Il sait qu'il a tout gâché, avait dit Patricia lors de notre dernière réunion, et il sait que se battre contre toi ne ferait que le rendre pire aux yeux de tout le monde, y compris les siens. Le règlement financier avait été équitable, me permettant d'acheter cet appartement et d'avoir encore suffisamment d'économies pour me sentir en sécurité. J'ai reçu la moitié de la valeur des améliorations que j'avais apportées à la maison de Marc, une compensation pour les meubles que j'ai laissés derrière moi, et une partie de nos investissements communs proportionnelle à mes contributions pendant notre mariage. Ce que le règlement ne pouvait pas compenser, c'était le bilan émotionnel de la trahison, l'humiliation d'être mise à la porte de ma maison, la douloureuse prise de conscience que 7 ans de mariage pouvaient être jetés si facilement. Cette guérison devait venir de l'intérieur, un processus plus lent et plus complexe que le processus juridique. Marc avait appelé à plusieurs reprises dans les jours qui ont suivi notre rencontre à la mi-Jean, laissant des messages vocaux qui évoluaient de supplications désespérées pour une réconciliation à des reconnaissances sobres de son échec en tant que mari. Je les ai tous écoutés mais n'ai répondu à aucun, ayant besoin d'espace et de temps pour traiter mes sentiments sans son influence. Par des amis communs, j'ai appris ce qui s'était passé lorsque Marc est rentré chez lui ce jour-là. Jake, réalisant que son père avait vu l'épreuve, s'était lancé dans une tirade défensive qui s'était rapidement transformée en un aveu accidentel. Dans sa colère, il en avait trop révélé, confirmant qu'il avait délibérément orchestré mon expulsion de leur maison. La révélation avait forcé Marc à affronter des années de comportement permissif, de laisser Jake manipuler les situations à son avantage, de ne pas fixer de limites appropriées. Ce fut un réveil douloureux qui a apparemment conduit à plusieurs disputes intenses, suivi d'un silence tendu entre père et fils. Le comportement de Jake aurait continué à dégénérer dans les mois qui ont suivi mon départ. Ses notes ont encore chuté, il a été surpris en train de boire à l'école, et a finalement été suspendu pour avoir harcelé un autre élève en ligne. L'image du fils parfait qu'il avait entretenu pour son père s'est complètement brisée, révélant l'adolescent perturbé en dessous. Au travail, ma concentration et ma détermination m'ont valu une promotion au poste de directrice principale du marketing, un poste que je n'aurais peut-être jamais poursuivi en étant marié à Marc. J'avais toujours subtilement diminué mes ambitions pour éviter de lui faire de l'ombre, un autre compromis que je n'avais même pas reconnu jusqu'à ce qu'il ne soit plus nécessaire. Ma sœur, Laurel, voyant à quel point je m'étais épanoui seul, a pris la décision de déménager pour être plus proche de moi.
Elle a accepté un emploi dans un hôpital local et a trouvé un appartement à seulement 10 minutes du mien. Avoir de la famille à proximité après des années d'isolement relatif était un cadeau dont je ne savais pas à quel point j'avais désespérément besoin. Sophia est restée mon amie fidèle, celle qui avait été témoin de mon moment le plus bas et de mon plus fort retour. Nous avons instauré une tradition de brunch du dimanche, nous retrouvant chaque semaine pour prendre des nouvelles et nous soutenir mutuellement à travers les défis de la vie. Grâce à elle, j'ai élargi mon cercle social, rencontrant de nouveaux amis qui ne me connaissaient que tel que j'étais maintenant, pas comme l'épouse de Marc ou la belle-mère de Jack. La thérapie est devenue une partie essentielle de mon parcours de guérison. Le docteur Helen Carter m'a aidé à reconnaître les schémas dans lesquels j'étais tombé pendant mon mariage, les façons dont j'avais progressivement abandonné des parties de moi-même pour maintenir la paix, pour être accepté, pour remplir un rôle qui n'a jamais été vraiment valorisé. Grâce à nos séances hebdomadaires, j'ai reconstruit mon estime de moi, apprenant à faire de nouveau confiance à mes perceptions après des années où elles avaient été remises en question et rejetées. Le détournement cognitif laisse des cicatrices profondes, a expliqué le docteur Carter lors d'une séance particulièrement éclairante. Quand quelqu'un vous fait constamment douter de votre réalité, cela érode votre confiance de manière à affecter tous les aspects de votre vie. Reconstruire cette confiance prend du temps et un effort conscient. J'ai fait cet effort chaque jour, défiant les pensées négatives lorsqu'elles survenaient, pratiquant l'autocompassion lorsque de vieilles insécurités refaisaient surface, célébrant les petites victoires dans la reconquête de mon identité. Lentement, la femme qui avait été systématiquement sapée, et finalement rejetée, a commencé à disparaître, remplacée par quelqu'un de plus fort, de plus sage, et refusant d'accepter moins que ce qu'elle méritait. 4 mois après la finalisation de notre divorce, j'ai croisé Marc dans un café du centre-ville. La rencontre était inattendue et initialement gênante, mais étrangement dépourvue de la charge émotionnelle que j'aurais pu anticiper. Il avait l'air diminué, en quelque sorte plus âgé et moins sûr de lui que l'homme qui avait été autrefois le centre de mon monde. « Easter » a-t-il dit, une surprise sincère dans sa voix. « Tu es magnifique. » « Merci » ai-je répondu, remarquant avec quelle facilité je pouvais maintenant lui parler sans que mon cœur ne s'emballe ou que mon estomac ne se noue. « Comment vas-tu ? » « Je gère » a-t-il dit avec un sourire fatigué. « Jack est en thérapie maintenant. » C'était attendu depuis longtemps. J'ai hoché la tête, sans surprise face à ce développement. « C'est une bonne nouvelle pour vous deux. » Il a fallu quelques incidents graves pour en arriver là, a admis Marc, avec une nouvelle humilité dans son ton. Des choses que j'aurais dû aborder il y a des années. Nous avons discuté encore quelques minutes, la conversation remarquablement civile compte tenu de notre histoire. Alors que nous nous préparions à nous séparer, Marc a hésité, puis a parlé avec une honnêteté brute. « J'ai fait la plus grande erreur de ma vie cette nuit-là » a-t-il dit doucement. « Je sais que dire pardon ne change rien, mais je suis vraiment. J'aurais dû te faire confiance. J'aurais dû voir ce qui se passait. » J'ai considéré ces paroles, appréciant les excuses tout en reconnaissant qu'elles ne changeaient rien à mon chemin actuel. « Merci de dire ça, Marc. J'espère que vous trouverez tous les deux la guérison, Jack et toi. »« Es-tu heureuse » a-t-il demandé, une question qui aurait pu autrefois sembler une intrusion mais qui semblait maintenant simplement curieuse. « Je le suis » ai-je répondu honnêtement. Pas malgré ce qui s'est passé, mais à certains égards, à cause de cela. Je me suis retrouvé. En m'éloignant de cette rencontre fortuite, j'ai ressenti un sentiment de clôture inattendu. La reconnaissance de son erreur par Marc, bien qu'inutile pour ma guérison, a mis un point final à notre histoire. Le chapitre était vraiment terminé maintenant, me permettant de me concentrer entièrement sur le nouveau récit que je créais. Ce récit incluait une nouvelle relation timide avec quelqu'un qui valorisait la communication et le respect par-dessus tout. Daniel avait été un client de mon agence de marketing, suffisamment impressionné par mon travail pour m'inviter à prendre un café une fois notre projet professionnel terminé. Notre connexion s'était développée lentement et prudemment, tous deux porteurs des leçons de relations passées qui nous rendaient attentifs à construire quelque chose de sain dès le départ. « Ce que j'admire le plus chez toi, » m'a dit Daniel un soir alors que nous nous promenions le long de la rivière, « c'est ta résilience. Tu as pris quelque chose qui aurait pu te détruire et tu l'as transformé en un catalyseur de croissance. Cela demande une force incroyable. » Ces mots m'ont profondément touché, reconnaissant le chemin que j'avais parcouru d'une manière que peu d'autres pouvaient. Daniel me voyait non pas comme une victime de trahison, mais comme une survivante qui avait reconquis sa vie, une perspective qui s'alignait parfaitement avec la façon dont j'étais venu à me voir moi-même. Quant à Jack,
j'ai appris par des contacts communs qu'après sa suspension de l'école et plusieurs autres incidents, il avait finalement commencé à prendre la thérapie au sérieux. La façade du fils parfait s'était complètement effondrée, lui permettant d'affronter ses propres démons, y compris des problèmes non résolus du divorce de ses parents des années plus tôt. D'une manière étrange, peut-être que notre douloureuse implosion familiale avait été nécessaire pour qu'il obtienne enfin l'aide dont il avait besoin. Je n'éprouvais aucune vengeance dans les difficultés de Jack, seulement un lointain espoir qu'il trouverait son chemin pour devenir une meilleure personne que celle qui m'avait si calculatoirement poussé hors de sa vie. Le pardon était un processus complexe, sur lequel je travaillais non pas pour son bénéfice, mais pour ma propre tranquillité d'esprit. Je n'avais aucun intérêt pour la réconciliation, mais je libérais progressivement la colère qui avait autrefois menacé de me consumer. 6 mois après avoir quitté la maison de Marc avec seulement une valise faite à la hâte, j'ai organisé une pendaison de crémaillère dans mon nouvel appartement. Entouré de Laurel, Sophia, de collègues devenus des amis, et de nouvelles connaissances qui devenaient rapidement des parties importantes de ma vie, j'ai ressenti un sentiment de contentement que je n'avais pas connu depuis des années. Au nouveau départ, apporter Laurel un toast, levant son verre alors que tout le monde se rassemblait dans mon salon. Et à ma sœur incroyable qui nous a tous montré ce que signifie renaître de ses cendres. Alors que les verres s'entrechoquaient et que la conversation coulait autour de moi, j'ai réfléchi au chemin étrange qui m'avait mené ici. La trahison qui avait semblé être la fin de mon monde avait en fait été le début d'une vie plus vraie, plus authentique. En perdant ce que je pensais avoir besoin, j'avais trouvé ce que je méritais vraiment, le respect de soi, des liens authentiques, et la liberté d'être pleinement moi-même sans excuse ni compromis. La vie suit rarement le chemin que nous attendons. Parfois, les détours les plus douloureux mènent aux plus belles destinations. J'avais appris que la confiance doit être gagnée continuellement, pas donnée aveuglément. J'avais découvert que la famille se définit par la loyauté et l'amour, non par des liens juridiques ou des adresses partagées. Plus important encore, j'avais réalisé que ma valeur ne dépendait jamais de la capacité de quelqu'un d'autre à la voir. Alors que la soirée touchait à sa fin et que je disais au revoir à mes invités, Daniel est resté en arrière, m'aidant à ramasser les verres vidés et à réarranger les meubles. La domesticité confortable du moment m'a frappé, si différente de la sensation de marcher sur des œufs qui avait caractérisé mes derniers mois avec Marc. Merci de partager ce nouveau départ avec moi, a-t-il dit, me prenant dans une douce étreinte. Dans ses bras, j'ai senti les dernières pièces de ma guérison se mettre en place. Je n'avais pas seulement survécu à la trahison, je m'étais transformé grâce à elle. La femme qui avait été mise à la porte à cause de mensonges était devenue quelqu'un de plus fort, de plus sage, et infiniment plus authentique qu'elle n'aurait jamais pu l'être si elle était restée. Si vous avez déjà été trahi par quelqu'un en qui vous aviez une confiance absolue, j'espère que mon histoire vous donne de l'espoir. La fin d'un chapitre n'est que le début d'un autre, et c'est vous qui l'écrivez exactement comme vous le souhaitez. Avez-vous déjà dû reconstruire complètement votre vie après une trahison? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire a résonné en vous, s'il vous plaît, aimez, abonnez-vous et partagez avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'il y a une vie et du bonheur après la trahison. Merci d'avoir écouté mon parcours. Et n'oubliez pas, votre valeur n'est jamais déterminée par la façon dont les autres vous traitent, seulement par la façon dont vous choisissez de vous relever ensuite.